je suis tellement dans la sauce, bordel. Dans des vacances, on m'a dit, ouais, t'inquiète, ça va faire du bien. Bah putain, 2 mois d'achat à présenter, ta race. Ah. Putain, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble, là, comme ça. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Bonne année. Bah ouais, bah oui, ça y est. Tu te rends compte quand même, il y a 1 an qui est passé. Je me rends pas spécialement compte parce que, bah, quand t'es dans le jeu de YouTube, t'as un peu la tête dans le guidon et t'enchaînes. Mais putain, 1 an, quoi. Je réalise pas. Alors, j'annonce la couleur tout de suite. Je suis dans la sauce. Pourquoi? Parce que, il y a 2 constats. C'est que, en fin d'année, vous avez vu, il y a eu moins d'activité sur la chaîne. Parce que les 2 samedis où je sors des vidéos d'habitude sont tombés le 25 et le 1er de l'an. Donc autant te dire que c'est du pur suicide de sortir des vidéos là, ça ne sert à rien. Donc j'ai préféré faire des lives à la place. Si vous n'avez pas vu ces lives, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné, donc je vous invite à vous abonner. Du coup c'est bien de faire des pauses, hein, je me suis même pas reposé en vrai. Mais au final, les achats s'accumulent. Ce qui fait que j'ai quasi 2 mois d'achats à vous présenter. Sachant qu'il y a les achats de Noël, tu sais, les cadeaux, les copains, tout ça. Voilà, on est dans la sauce. Et dans la sauce aussi, pourquoi? Parce que on a un constat à faire là tout de suite, c'est que ce qui se trouve ici, c'est ma palle en cours. C'est ce qui me reste à lire de l'année 2021 dans l'année 2022. Autant pour certains trucs comme American Jesus, c'est juste niveau de timing, j'ai pas trouvé de temps pour lire ce truc là maintenant. Autant le reste, je dois vous avouer que j'ai pas spécialement envie de le lire. Et le constat est que, pour le bien-être des vidéos achats, des fois je pousse un peu les achats, des fois j'achète peut-être un peu plus que ce que je devrais, et au final je me retrouve avec les fonds de tiroir, je me retrouve vraiment avec le fond de la cuve, tu sais. Et force est de constater que cette palle-là, elle me plaît pas. Je suis pas content de cette palle-là. On va parler, voilà, les Seven Secrets, c'est juste que j'attends de compléter les numéros, on va en reparler. Mais voilà. Petite remise en question à faire pour 2022 dans une vidéo qui arrivera courant février, globalement. Mais je suis très content parce que, à l'inverse de cette palle-là, la palle qui va vous être présentée, elle me hype, mec. Tellement. Mais genre, je suis tellement content des achats que j'ai fait. Trop. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on commence. Premier achat de cette palle, on a un nouvel éditeur présent sur la chaîne, messieurs dames. C'est le premier bouquin que j'achète de cet éditeur-là, en France, en VF. Mais bon, c'est bizarre. Bon, vous avez peut-être suivi l'histoire si vous savez, mais c'est un bouquin que j'ai déjà eu l'occasion de lire en français, mais avant que la VF sorte. On va parler de 404 Comics, et si vous vous rappelez, Nicolas Beaujean m'avait envoyé le PDF de ce comics pour prendre un peu la température avant la sortie. Automnal, je crois on dit automnal. Automnal ou automnal? Déjà, ils disent fall. Ils disent pas automne, ils disent fall. Pourquoi c'est pas The Faunal? C'est moche, ok. The Autumnal, donc premier bouquin de 404 que j'ai dans la collecte. Première chose, le bouquin est magnifique. Le titre, il brille plus que ton avenir, mon frère. Franchement, le bouquin est magnifique. C'était une réflexion qu'avec un jeu on s'était faite au début. C'est que nous, quand on avait reçu le PDF, du coup, tu lis sur un écran et c'est vachement lisse, c'est très brillant. T'as vraiment cette impression de papier couché. Et en fait, le bouquin, c'est tout l'inverse. Parce que justement, dans certains podcasts, Nicolas disait qu'il n'aimait pas le papier couché, donc le papier brillant, techniquement. Et qui préférait ce genre de papier mat, un peu comme le papier Icons, que moi je déteste. Parce que ce papier-là a tendance à boire les couleurs, et très souvent ça les rend fades, et en fait, juste tu ne vois rien à la page. Ce qui est pas trop un problème là, parce qu'au final, déjà le buvage, je me pose si c'est un mot, les couleurs sont pas autant bues que dans un papier Icons, et en plus de ça, c'est que t'as très souvent des pages très claires. Et c'est un peu le principe de ce comics, parce que ça se base sur l'automne, comme l'indique le titre, et donc t'as très souvent des pages très colorées à base de jaune, d'orange, de marron, et le comics est trop charmant en fait. The Autumnal, ça raconte l'histoire globalement d'une mère et sa fille qui se retrouvent, qui renouent des liens, et qui, par A plus B, on se fiche un peu des raisons, retourne dans la ville de Comfort Notch, qui est la ville d'origine de la mère, qu'elle avait fui dans sa jeunesse, et elles y retournent pour un peu trouver refuge, pour se reconstruire une nouvelle vie. Et en fait, tous les habitants de cette ville ont un genre de... pas un fétiche, mais justement l'inverse, ils sont effrayés des feuilles d'automne, des arbres qui tombent. Au cours de la lecture, t'es en mode, est-ce que... hein? Quoi? Ça n'a pas de sens. Et vu que j'ai déjà lu, du coup, je peux vous en parler. On est totalement dans un genre d'histoire à la Witches. C'est l'ambiance petite ville à la Stephen King, où les gens ont des secrets, ils se cachent des trucs, sauf que tu sais qu'il y a un genre de complot, un genre de consensus sur certaines histoires qu'ils s'accordent à ne pas révéler, voilà. Et j'adore ce genre d'histoire avec une ambiance de merde, où tu sais très bien que les personnages qui arrivent là-dedans, ils y connaissent rien, personne leur dit, que t'as des gens en marge qui sont au courant, et qui du coup essayent de les mettre en garde sans trop en parler. J'adore cette ambiance. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à admirer le bouquin, qui tue.
Franchement, ça tue, il est beaucoup trop beau. Le travail de 404, il est formidable sur ce bouquin-là. En plus, le format, c'est marrant, c'est un peu méta, parce que il est très mat, il est pas... t'as l'impression que c'est du papier brut, et ce qui n'a aucun sens pour un éditeur, ce que je suis en train de dire. Bref, t'as l'impression que le papier est naturel, en fait, et vu que ça traite de la nature, que ça traite des feuilles, ça traite de l'automne, bah t'as limite l'impression que le bouquin est fait avec des feuilles, avec du papier recyclé, et t'as une impression vraiment spéciale en main. Et je note ça, franchement, l'expérience sensorielle, elle ajoute un truc à l'expérience de lecture. J'ai jamais été vers d'autres bouquins que 404 ont fait pour le moment, parce qu'ils ont annoncé leur programme 2022, franchement je suis trop hype. Je suis jamais allé avant vers 404 parce que les titres qu'ils ont sortis m'ont pas spécialement moi attiré. Notamment Jonah a eu de super critiques, donc trop cool pour eux. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que 404 va nous proposer en 2022. Nicolas est passé chez First Print pour faire un podcast où il annonce son programme. J'avoue que le mec est un boss parce que j'étais pas, je vais être très honnête, au début j'étais pas spécialement hype par le programme. En mode bon, on verra, voilà, mais sans plus. Et je l'ai écouté parler de chaque bouquin. Et à la fin, j'étais en mode take my money. Je crois que c'est notamment Everything qui me chauffe le plus. Je me calme sur la hype parce qu'à chaque fois je suis déçu, mais quand même, garder un petit œil sur 404, c'est vachement cool. Pour la suite, on va passer un bon moment chez Urban pour 3 bouquins, même précisément. Dont le premier, qui est une suite d'une série qui m'a matrixé la tête. J'ai lu le premier tome, vous savez déjà de quoi je parle normalement. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois et ça m'a retourné. Vraiment, la scénarisation était brillante, les thèmes me parlent. Je comprends pas que je suis vraiment frustré de pas avoir lu ce truc avant. Et encore plus frustré qu'il n'y ait pas de suite, sa mère. Putain, ça me dégoûte. Black Monday Murders tome 2, mon pote. T'as déjà pu voir mon avis dans cette review lecture où je te disais tout l'amour que j'ai pour cette série. Le thème, je le trouve incroyable. Alors c'est très spécial, hein. Je pense que ça parlera pas à tout le monde. C'est dans les thèmes de complotisme, de satanisme, de culte, de société secrète aussi. Hickman au scénario, mon dieu, mais il est stratosphérique. Il est intouchable au scénario dans ce truc-là. Que ce soit en termes d'écriture pure des personnages ou de suppléments qui sont posés entre les pages de scénario, genre des extraits de rapports, des retranscriptions de conversations téléphoniques. T'es tellement dans l'ambiance quand tu lis ça, c'est fou quoi. Et quand tu mets Tom Cooker au dessin et Michael Garland aux couleurs, tu touches les étoiles en fait, c'est formidable. Je trouve le style passionnant, tout ce qui est extraits de journaux qui se greffent aux histoires, te mettent encore plus dans l'ambiance. Et j'ai passé un putain de moment en lisant ça. Je suis très hype pour le tome 2, malheureusement, y a pas de suite pour le moment. Je ne sais pas si c'est une suite encore une fois un peu fermée ou totalement ouverte et qui du coup te fait juste poireauter comme un con en étant comme ça. J'ai essayé de me renseigner, de ce que j'ai compris. La suite est écrite, juste Hickman attend que les 4 numéros soient prêts à la publication pour qu'ils soient tous publiés en même temps. J'avais lu ça sur Reddit, il avait dû répondre à ça sur un live ou un truc comme ça. Du coup, on prie que ce soit pour cette année, parce qu'il y en aura le cul d'attendre, voilà. Et encore, j'ai de la chance de découvrir la série que maintenant, parce que je pense que si j'attendais comme j'attends pour Witches, même si en soi, je trouve que Witches n'a pas réellement besoin de suite, mais encore, c'est un autre débat, je m'estime heureux dans mon malheur, si tu veux. Ça autant te dire que c'est des trucs, ça va être lu direct. Hein. Pour la suite Urban, on va compléter un univers qui a cartonné quand c'est sorti. On part chez Batman, on part chez Sean Murphy, messieurs, dames, mais oui, les épisodes de Harley Quinn sur Batman White Knight. Pour tout vous dire, quand c'est sorti en VO, je m'en battais les couilles. J'en ai rien à foutre. Je me suis dit à l'époque, je prendrais la VF, mais je suis pas au point de lire la VO, j'adore l'univers de Sean Murphy. Bon, déjà, ça va dépareiller ma collection, donc toi-même tu sais. Mais au-delà de ça, j'étais pas spécialement pressé d'avoir cette histoire-là, parce que Curse of the White Knight m'avait totalement satisfait. J'étais très bien dans l'univers de Sean Murphy, et j'en attendais pas plus. Et quand j'ai vu le carton que Harley Quinn a fait, je me suis dit, let's go. La particularité de ce comics, c'est que c'est pas scénarisé entièrement par Sean Murphy, c'est aussi scénarisé par Katana Collins. C'est aussi elle qui dessine. Chose très intéressante, parce que c'est un peu dans la même veine du Murphyverse en fait, c'est que Sean Murphy scénarise et dessine. Dans l'absolu, ça s'éloigne pas spécialement du style de Sean Murphy, en tout cas pas totalement. C'est plus au niveau des couleurs, je trouve que ça se différencie vraiment. Dave Stewart aux couleurs, encore une fois. Je sais pas du tout si t'es sur les couleurs de White Knight. On va prendre Curse of the White Knight pour regarder. Ah ouais, ok, bon, c'était Matt Hollingsworth aux couleurs, donc du coup non. Et du coup, je suis dans la merde pour ranger. On va mettre là. Ça vous trigger ou pas? Je trouve qu'il y a une ambiance vachement plus lisse, vachement plus pastel et beaucoup moins dans les traits, beaucoup moins dans le sombre en fait. Je dois dire que j'ai adoré l'interprétation d'Harley Quinn dans le Murphyverse. Elle était vraiment dépeinte en femme forte, en femme indépendante. Et ça fait du bien de pas avoir une Harley Quinn toute folle, toute bête, qui a aucune profondeur au final. Là, c'était réellement super plaisant de la lire. Comment elle essayait de relever toute l'histoire avec Jack Napier et Batman.
Et je dois dire que je suis assez motivé pour ce truc-là. L'édition est en plus très quali, pour le coup. J'étais pas sûr de ce qu'ils allaient prendre comme couverture, parce que les choix d'Urban en ce moment sont un peu... Et je dois dire qu'au niveau de mes habitudes de consommation, de ce que j'ai fait en 2021 et de ce que je ferai en 2022 pour DC, je vais un peu répéter le truc. C'est-à-dire que j'ai quasiment rien acheté en VO en DC. En tout cas en single issue, parce que... je me sentais pas assez proche de la publication pour faire ça. Je fais ça vraiment pour des séries dans lesquelles je crois que j'ai envie de lire mensuellement. Que là, je suis prêt à attendre un an. Dernier bouquin chez DC, vous allez me dire, mais mec, t'es en retard. Oui, en retard parce que c'est un truc de saison, et en retard parce que c'est sorti il y a 1 million d'années et que je ne l'achète que maintenant. Pourquoi, je ne sais pas. Batman Noël. En fait, je voulais le prendre à l'époque pour le Batman Day. Parce que je me suis dit, vas-y, c'est un petit bouquin pour remplir les conditions du Batman Day, ça suffit. Sauf qu'à ma librairie, évidemment, ils l'ont toute l'année, sauf à ce moment-là. Normal, hein, voilà. Donc, du coup, je ne l'ai pas pris à l'époque. Et c'était pour boucler un achat sur un site, pour prendre un bouquin d'occasion. Du coup, j'ai pris un autre bouquin parce que ça me faisait chier de payer des frais de port juste pour un bouquin. Donc, j'ai mis Batman Noël dans le panier. Déjà, on admire le travail parce que c'est scénarisé et dessiné par Liber Mero. Voilà, on apprécie toujours, hein. À l'époque où il ne faisait pas que des covers. Et globalement, de ce que j'ai compris, Batman Noël, c'est une réinterprétation du conte de Charles Dickens avec Batman. Donc les esprits de Noël passé, présent et futur, si vous connaissez. C'est compliqué parce que j'en attends à la fois pas grand chose, mais beaucoup. Dans le sens où je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, mais en même temps, je me dis que le thème peut vachement apporter à la morale de Batman et peut vachement apporter dans toute la psychologie qu'on a dans le personnage, qu'on a de moins en moins ces derniers temps, en vrai, mais qui est quand même assez profonde, mine de rien, sur ses motivations, sur comment il vit plus en tant que Batman qu'en tant que Bruce Wayne. Et puis le trait de Liber Mero est tellement spécifique, tellement particulier, tellement unique, que s'il n'y a pas de fond, c'est chiant en fait. Et c'est notamment certains trucs que j'ai pu reprocher au travail de Liber Mero, en général avec Brian Azzarello, notamment sur Joker, que j'ai trouvé sympa, tu vois, mais je l'ai lu, je l'ai refermé, j'ai rien ressenti de spécial en fait. Parce que pour moi, l'histoire n'avait rien de spécial. Et regardez-moi ces pages quoi. Que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les ombres, que ce soit dans l'action, tout est là. J'avoue que c'est un style très particulier, je pense pas que je lirais ça tout le temps, mais un truc de temps en temps, c'est très bien. Rapide détour chez un éditeur dont on parle quasiment jamais et qui, je pense, va avoir une énorme réinvention en 2022. En tout cas, j'attends de voir ça. Parce que 2021, ils ont été totalement inexistants. Quasiment, ils ont sorti peut-être... Ils ont sorti 5 bouquins, 6 bouquins en comics purs. Et donc je pense qu'ils ont un futur quand même dans ce monde-là, mais d'une autre manière. On parle de Glénat Comics. Et oui, ça existe. Parce que j'ai enfin complété une série, et en vrai je fais le mytho parce que je fais genre je viens de l'acheter alors que j'ai déjà lu le tome, et qu'une vidéo va sortir sur ce thème-là très certainement parce que j'adore cette série, et qu'elle me passionne encore une fois. Le dernier tome de la série Nailbeater, les gars, c'est fou. C'est ouf. C'est une série dont je vous parle tout le temps, scénarisée par Joshua Williamson, qui a repris la série Batman pour 2022, donc hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mike Henderson au dessin, qui a un style que moi j'adore, un style très carré, mais qui est très cool. C'est le dernier tome de ce gros thriller sur les tueurs en série, qui est ouf, que j'ai lu, du coup j'essaie de me retenir un maximum, mais j'ai adoré. Et la fin, je crois que j'ai jamais lu une fin comme ça, qui m'a autant retourné, mais dans le sens scénarisation, genre qu'est-ce que je viens de lire. C'était un putain de film en fait, la fin. Et ce genre de scénarisation, cette façon de faire, cette façon de découper les pages, n'est jamais là. C'est la première fois que je lis un truc comme ça, et ça m'a tué. Franchement, ça m'a tué. À la fin, j'étais waouh quoi. À l'époque, je vous avais parlé d'une suite en VO de Nailbeater Returns. Du coup, je vais totalement aller l'acheter en VO, parce qu'à mon avis, je ne pense pas que Glénat sorte ça. En tout cas, pas dans ce format-là, Glénat Comics en blanc et tout. Je pense que ça, c'est la fin de Glénat Comics, hein, on va pas se mentir. Juste Glénat Comics, je pense, est mort. Et s'ils sont amenés à sortir des comics, ce sera en format Glénat. Comme ils ont pu faire avec Mercy, qui a du coup un peu plus marché. C'est dommage parce que j'adorais ce format-là, le format A4, qui est vraiment l'essence du comics en fait. Mais voilà, c'est la vie, vous connaissez, hein, le monde de l'entreprise, on choisit pas tout le temps. Tout ça pour vous dire que ça faisait un moment que j'avais mis cette série en pause, que je l'ai enfin terminée et que c'est une tuerie totale. Si vous cherchez un bon thriller, foncez. Pendant que les tomes sont encore trouvables et pas encore en arrêt de commercialisation, parce que je pense que ça ne saurait tarder, malheureusement. Là, j'ai fait le giga craquage, parce que, en fait, je me suis fait brain. Il y a quelques temps, sur les dirt sheets de comics en France, sont sorties les augmentations tarifaires de Panini Comics, qui a annoncé des augmentations pour 2022. Donc on s'est dit, ça y est, c'est la vague d'augmentation, crise du papier, crise du carton, il n'y a plus de matières premières, faut qu'ils augmentent les prix. Quelques jours après, la même chose est sortie du côté de chez Delcourt, mais pas officiellement, pas au public. C'est-à-dire qu'une nouvelle grille tarifaire a été envoyée aux libraires.
Donc tout le monde était en mode des putain, mais non, mais tout prend en prix, tout. Voilà, c'est chiant. Du coup, moi je vois ça. Je vois certaines augmentations des intégrales qui passent à 31 € et tout. J'étais en mode, où on est où là? Eh ben, je suis allé globalement faire mes courses pour aller acheter les derniers trucs qui me manquaient en intégrale avant que ça augmente. Et quelques jours après, eh ben, Delcourt a démenti cette grille en mode, bah non, c'est pas l'augmentation de prix, ce sera pas ça. En tout cas, pour le moment, elle n'est pas officielle, elle n'est pas effective au 1er janvier. Du coup, j'ai acheté 2 intégrales rapidement dans le timing pour rien en fait. Voilà, c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu. Je suis content parce qu'au final, c'est des achats qui sont faits que j'aurais pu refaire. Mais je me suis fait brain. L'intégrale 2 et 3 de Irrécupérable. Oh, j'adore cette série. Dans toute la vague de rééditions qui sont sorties en 2021, ça a été, je pense, ma meilleure découverte de réédition. On a eu de longues discussions là-dessus avec un G sur la pertinence de la série. Lui, il était vraiment en mode bof, ça aurait pu être mieux. Et j'ai trouvé ça brillant de A à Z, dans la veine de The Boys, un peu dans l'attitude vraiment perverse et dérangée et malsaine. Puisque dans Irrécupérable, moi, suivre l'histoire du Superman de ce monde qui s'appelle le Plutonien, qui a pété les plombs pour diverses raisons qui sont détaillées dans le premier tome, que moi je trouve totalement légitime et justifiée et brillante. Il y a un vrai travail psychologique sur le personnage qui m'a totalement suffi et qui est totalement suffisant en fait pour tout le développement de l'histoire. En tout cas, moi j'ai trouvé. Et en fait, on va se placer tant du côté du Plutonien qui va faire ses conneries, qui va ruiner le monde et qui va ruiner les gens qu'il a passé des années à protéger. Et de l'autre côté, on va suivre ses anciens coéquipiers, donc dans l'équivalent de la Ligue ou des Avengers, qui étaient ses amis, qui étaient ses collègues et qui ont travaillé avec lui pendant des années, qui vont essayer, si ce n'est de l'arrêter, parce que c'est quasi impossible, bah de réparer ce qu'il fait. Et putain, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Surtout que je suis très motivé parce qu'on m'a dit que si globalement j'avais aimé le ton du premier tome, parce que aimer n'est pas un mot, aimer n'est pas le bon mot. Aimer, j'ai pas aimé, j'ai adoré. J'ai adoré, ça m'a passionné. Bah on m'a dit que l'intégrale 2 serait encore mieux, que je kifferais encore plus. Du coup, je suis 100% hype, je suis trop motivé. Pour ceux qui ont lu, mec, je me souviens encore de la scène avec l'handicapé, là. C'est terrible, c'était ouf. Et ça passe par des trucs tout cons, par exemple, quand il est en train de saccager une ville, que t'as une gamine qui pleure sur le trottoir, qui descend la voir, et qui lui dit en chuchotant dans l'oreille, t'inquiète pas, ça va, je suis un super-héros. Et là, attends... Et en soi, c'est pour toute la perversité, j'ai un autre mot qui me vient, je peux pas le dire, mais pour tout le côté sadique de la série que je trouve passionnant. Et en fait, j'ai envie de savoir aussi quand même, est-ce qu'au final, ils vont endiguer ce qu'il fait? Est-ce qu'ils vont l'empêcher d'agir? Parce que je trouve ça ouf qu'il nous reste encore 2 intégrales, alors qu'il s'est passé déjà tellement de choses dans la première. Ça fait à la fois peur parce que tu te dis Mark Waid il peut se perdre, mais en même temps t'as tellement de potentiel. Les dessins ils sont de Peter Krause, c'est un style qui est sans être mauvais ni bon, c'est un style neutre en fait, mais t'as pas besoin de plus parce que c'est totalement ouf, parce que la scénarisation fait le taf en fait. J'avoue que j'ai eu peur d'un truc dans ces histoires là, c'est que ça reprend très fortement le code du super-héros, mais genre le code du super-héros classique. Qui est un genre qui me passionne pas. Ou alors, s'il n'y a pas une réinvention, s'il n'y a pas un truc en plus, je suis pas intéressé. C'est pour ça que j'ai trouvé une pertinence dans Irrécupérable, c'est que le genre du super-héros qui vrille est très bien exploité, je trouve. Et j'ai eu très peur du coup que pour la partie de ses anciens coéquipiers qui essayent de l'arrêter, que ce soit très chiant, que ce soit très, très plat et qu'il n'y ait pas grand intérêt. Pour le moment, de ce que j'ai lu, il y a eu un réel intérêt parce que ce soit... Et d'ailleurs, c'est Néophyte qui l'a très bien souligné dans sa vidéo sur les 24 comics presso qu'il a fait, je vous invite à aller la voir. Que ce soit sur la partie développement des pouvoirs, qu'en fait, t'as l'impression de les connaître ces personnages-là parce qu'ils sont simples dans leur concept, mais en fait non, il y a toujours un petit truc caché derrière qui leur donne de l'intérêt. Et c'est vraiment ce que je souligne dans cette série, c'est la surprise. J'en attendais rien parce qu'on me l'avait limite démotivé, en mode t'aimeras pas, c'est sûr, alors qu'en fait je l'ai surkiffé. Et ça a été la très très grosse surprise de cette année. Je suis obligé de souligner que les intégrales sont beaucoup trop chères pour la taille. c'est 29,95€ je crois l'intégrale. C'est très cher. Mais bon, voilà, c'est le prix. Au pire, vous prenez à la Fnac avec les 5%, puis voilà. J'ai tellement de lectures là déjà. Il nous reste encore 2 bouquins VF et beaucoup de VO. Hein. On n'est pas rendu. Hein. On va terminer la VF, messieurs, dames, chez Panini. Panini. Je vous parlais tout à l'heure d'un bouquin d'occasion que j'avais pris Batman Noël pour conclure le panier. C'est un bouquin d'un scénariste que j'ai longtemps délaissé parce que le nom me gonflait, parce que tu sais, on te dit tout de suite c'est lui, alors ça va être forcément bien. Ça m'a cassé les couilles, vas-y, arrête, c'est bon, tu m'as gonflé. L'histoire m'intéresse, l'univers m'intéresse, sauf que c'est le genre qui me faisait peur, encore une fois, le super-héros classique. Et
c'était un truc qui était vraiment hypé, qui était vraiment présenté comme un truc de ouf, et j'avais peur encore une fois. Et puis j'ai donné une chance, parce que je l'ai trouvé d'occasion, et je me suis dit vas-y, faut que je m'y jette un jour, parce que c'est quand même la honte d'avoir une chaîne comics et de pas l'avoir lu. Ouais, comment te dire que je flippe, hein. Je flippe parce que Mark Millar, j'ai pas un gros affect avec lui, j'ai lu quelques trucs de ce qu'il a fait. Le dernier truc en date est The Magic Order, que j'ai pas spécialement... Voilà, c'était sympa, mais sans plus, quoi, j'attends la suite, on va dire. Old Man Logan, évidemment, ce que j'ai bien aimé, mais encore une fois, ça a pas été une énorme claque. Sauf qu'à l'inverse, il y a American Jesus, que j'ai vraiment adoré, et qui, apparemment, n'a pas de fin, donc ça... J'en ai... En fait, je vais arrêter les séries, tout ce que je lis n'a pas de fin, c'est chiant. Donc si tu veux, j'y vais en mode... le scénariste de base me gonfle, mais en même temps, il a fait des trucs que j'aime bien, donc c'est un peu la même relation que j'ai avec Bendis au final. Je dois aussi souligner que le style de Frank Whiteley m'a pas spécialement passionné, donc je suis vraiment très perplexe sur ce truc-là. Tout le côté héritage, tout le côté poids de l'histoire m'intéresse vraiment. Maintenant, je reste sur mes gardes, j'y vais doucement, baby steps, et on verra comment ça se pose, mais je ne m'enflamme pas pour ce truc-là. Même si, encore une fois, je sais que c'est un truc qui est adoré, que c'est un indispensable, tout ça... mais je tends quand même à émettre des doutes sur tous ces trucs-là, sur tous les comics qui portent ces étiquettes-là, parce que très souvent, je trouve que c'est injustifié, ou que ce n'est pas objectif comme avis, et donc je me calme, je ne m'enflamme pas. On apprécie le logo Netflix. Hein. Dernier achat Panini, messieurs, dames, et pas des moindres, je suis, encore une fois, c'est une relation étrange que j'ai avec ce truc-là, je suis à la fois excité pour l'objet que c'est, mais en même temps, les épisodes en eux-mêmes ne m'ont pas encore chamboulé. La suite du Daredevil de Bendis, mec. J'ai vraiment aimé le premier Deluxe, j'ai vraiment aimé les épisodes, mais il y a des trucs qui me dérangeaient, et ces trucs-là commençaient à vraiment prendre beaucoup de place, notamment le dessin de Alex Maleev, dont je suis vraiment pas fan. Artistiquement, ça me correspond pas. J'ai aucun lien avec ces dessins-là, mais j'ai fait l'impasse parce que les épisodes sont vraiment importants, visiblement. Le sentiment que j'ai eu à la fin du premier Deluxe, c'est que j'ai pas assez de contenu pour juger encore. Je me sens pas capable d'émettre un avis sur le run parce que j'en ai pas assez vu. Et du coup, c'est pour ça que je mets énormément de poids sur ces épisodes-là. parce que putain, ça me fait flipper en fait. Même si avant de commencer, j'ai feuilleté et je suis très content de voir qu'il n'y a pas que Alex Maleev. Donc, voilà, on est content. Mec, ça me gonfle, ça fait 15 fois que je fais le rush, faut que je le lise. Les premiers épisodes, ils sont dessinés par Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez. Pourquoi c'est dur à dire? Donc vous pouvez admirer que c'est un style qui est quand même relativement clair, qui est neutre, qui est assez cool à voir. Et vous voyez ensuite le style d'Alex Maleev qui tranche totalement, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit dans le dessin. Même si en soi, c'est pas les planches générales qui me dérangeaient, c'est l'action. Quand il y avait de l'action, ça faisait très figé, très immobile. Ça faisait vraiment une ambiance étrange qui me dérangeait, quoi. Je crois que ce qui m'a vraiment le plus dérangé, c'est les coups de feu. Tout ce qui est les coups, tu vois, quand il essaye de matérialiser la vélocité ou le vent ou le souffle du truc, genre la trajectoire de la balle derrière la balle, c'est vraiment un trait jaune, c'est stabilo sur la page, quoi. Et je n'aime pas, juste je n'aime pas, voilà. Je suis vraiment dans une période où je commence à aimer Daredevil très fort. Je trouve que dans le concept, c'est le personnage parfait. Genre, c'est vraiment la définition du super-héros. C'est le mec qui travaille dans le légal et qui se rend compte que le système marche pas et il va corriger lui-même ce qui va pas. C'est un personnage qui est très équilibré, que ce soit dans le concept ou dans le design. Les enfants, on va pouvoir passer à la VO. Et les deux bouquins que je vais vous présenter, c'est réellement l'exemple de on y va à 100 à l'heure, mais avec la proba de se prendre un platane sur la route, quoi. Il y a quelques temps, j'avais acheté les 2 Deluxe de la série All New X-Men, que du coup j'ai déplacé en haut parce qu'en fait, ça sera vraiment dans la palle et ce sera figé tant que Uncanny X-Men ne sortira pas, donc j'attends en fait. Et dans la vidéo achat, quand j'ai présenté ces bouquins-là, on m'a dit il faudrait que tu lises tel truc parce qu'en fait, ça explique pourquoi les deux camps se divisent. Et je savais pas que ça existait, je savais pas qu'il fallait le lire. Ce truc-là, je vais m'étouffer. Ce truc-là, c'est X-Men Schism. Donc là, c'est le TPB VO parce que je l'ai trouvé sur Vinted à pas très cher. Aussi parce qu'il me semble que les formats VF sont de vieux formats et du coup, ça me plaisait pas spécialement. Autant vous dire que j'ai feuilleté tout à l'heure les épisodes, que c'est absolument magnifique, je vais prendre une tarte quand je vais le lire, je pense. Le tout est scénarisé par Jason Aaron, donc j'ai un peu confiance, même s'il a fait nimp sur les Avengers récemment. Et dans le même temps, je suis carrément flippé parce que les X-Men c'est un sacré bordel, et j'ai peur même en ouvrant ce bouquin-là, de ne rien biter. J'ai peur. J'avoue que le format TPB en général, je suis pas extrêmement friand parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est quand tu le prends neuf. Là, on parle quand même d'un bouquin à 20$. Hein.
Voilà, ça c'est 20$. Hein. Vraiment, faut relativiser le marché français. Et donc, dans un temps, j'ai envie de le lire pour prendre la température avant de le lancer éventuellement dans les séries. En fait, ça me déterminait est-ce que je lis les séries ou pas, All New et Uncanny X-Men. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais si je le lis, je vais peut-être pas comprendre si je lis pas la suite, donc je sais pas. Je sais pas quoi faire, dites-moi en commentaire, peut-être conseillez-moi. Ça qui est chiant, je suis motivé, ça m'a l'air trop bien, mais en même temps, j'ai peur de tous ces crossovers à la con et de ces events qui ont aucun sens là. Soyez la lumière dans les ténèbres, s'il vous plaît. Le second TPB, c'est un truc que pareil, alors qui est sorti en 3-4 éditions en VF, mais que j'ai préféré prendre dans le format Ultimate Edition. Bon, c'est juste un gros TPB, hein, clairement. Et en fait, c'est une histoire, je me suis rendu compte qu'en lisant Civil War, que je ne l'avais jamais lu, mais que c'est à la base de tout. En fait, t'as des rêves de ça partout. Donc j'ai trouvé ça un peu dramatique de ne pas l'avoir. Ce truc-là, c'est House of M. Voilà, je n'avais pas House of M. Vous devez sûrement connaître House of M, si vous connaissez pas, c'est un event où Wanda, donc la sorcière rouge, recrée la réalité. Et c'est un event qui a vraiment... C'est une crisis en fait. C'est vraiment une crisis de chez DC, c'est un événement qui a influencé toutes les séries après et qui a un peu redéfini le statu quo. Je pense pas trop me mouiller en me disant que ça a été une des grosses bases de la série WandaVision. Et c'est une histoire où je me dis, bah putain, c'est un genre de... C'est un truc qui peut limite se lire tout seul, hein, tu vois, c'est un peu un genre de what if. Et donc, potentiellement, c'est accessible à n'importe quel lecteur. Bendis Quapel Taras. Enfin, tout ça pour vous dire que le scénario a l'air brillant et que le dessin est juste maîtrisé de A à Z, que c'est juste trop beau, et que Olivier Coipel, c'est le boss. Voilà. Donc en fait, je suis très motivé, même si... Est-ce que tu peux faire plus inclus dans la continuité Marvel que ce truc-là? J'ai peur. La continuité, cette vidéo-là, j'ai peur. C'est le bilan, j'ai peur. Putain, j'ai une dalle par contre. Bon, du coup, on arrive au moment de la vidéo que je suis très content de faire parce que je vais enfin pouvoir continuer mes séries VO. On va passer aux single issues, des séries que je continue, des séries régulières qui vont se poursuivre et peut-être même potentiellement se terminer en 2022, le moins possible, j'espère. Bon, il y en a une, c'est sûr. Première série chouchoute de mon cœur, vous savez, ma meilleure série, ma meilleure lecture de 2021 ever, Department of Truth, avec le numéro 13, mais pas n'importe quel cover, la cover B d'un certain monsieur Alvaro Martinez Bueno, qu'on va retrouver dans la série juste après. Cette cover, mec. Cette cover me fascine. Si vous connaissez le principe de Department of Truth, je vous la laisse admirer d'un peu plus près, vous comprenez totalement dans quelle dynamique elle se pose en fait, genre. Est-ce que tu peux faire plus caractéristique de la série que cette cover de la théorie du complot selon laquelle Stanley Kubrick aurait réalisé l'alunissage? Je trouve ça un peu fou encore de dire ça comme ça, mais j'adore cette théorie, je la trouve incroyable. Et qu'ils en aient fait une cover qui est absolument magnifique en plus, je trouve ça dingue. Sinon en soi, bon, la série toujours scénarisée par James Tynion DeFore, toujours dessinée par Martin Simmons, on arrive dans un moment super intéressant parce qu'à la fin du numéro 12, on partait voir les méchants en fait. J'attendais cet épisode depuis tellement longtemps en fait que j'ai trop hâte. Que j'adore cette série et que je vais probablement lire ça juste après avoir tourné cette vidéo. Voilà. Ah, c'est loin putain. Prochaine série, je vous ai parlé d'Alvaro Martinez Bueno, on va parler de la série dans laquelle il est dessinateur, The Nice House on the Lake, parce que j'ai un max de trucs à lire. Alors là vous voyez 3 numéros, sauf qu'il y a 2 fois le numéro 4 et une fois le numéro 5, voilà. C'est juste que vraiment la cover du numéro 4, je l'ai pris en 2 exemplaires parce qu'elle tue toute. C'est... comment dire ? J'avoue que je commence à tout petit peu à perdre en intensité parce que ça commence à traîner. C'est une série qui est prévue en 12 numéros, à partir du 6 il faut une pause. Donc ça va nous permettre de faire un peu redescendre la pression et de digérer la série. Mais putain que c'est fort quoi. Le style graphique est très particulier par contre. Vraiment je trouve que le style, il prend encore plus forme, il devient encore plus propre à l'histoire dans ces épisodes là. Là on commence vraiment à voir les habitants de la maison prendre les choses en main et se dire bon maintenant on en a ras le cul, on va aller voir ce qu'il y a à l'extérieur, on va l'explorer, on va essayer de trouver une solution. Ils ont découvert un système où en fait ils peuvent demander ce qu'ils veulent, ils ont une liste de courses, quand ils marquent leur nom et quand ils marquent spécifiquement ce qu'ils veulent, ils le reçoivent, sauf qu'ils cherchent à savoir d'où viennent les colis et en fait ils n'arrivent jamais à avoir la réponse. Quand ils restent devant le pas de la porte pour voir, le colis ne vient pas. C'est très mystérieux, c'est très énigmatique, j'ai aucune réponse. Je n'arriverai pas à savoir, aucune théorie n'est possible, parce que c'est tellement what the fuck que tu ne peux pas faire de théorie. Donc quand ça sortira en France, ça va sortir en 2022 ce truc là, je vous invite très fortement à vous pencher là-dessus, parce que c'est une putain de série enquête qui est juste trop bien. Oh putain, en parlant de trucs trop bien, merde. Alors on va passer sur une série que je continue pour ces 2 numéros là, je crois que même j'ai pris le numéro 6, pour voir. Et si vraiment ça n'avance pas, j'arrête. C'est une série qui avait été tellement hypée que tout le monde s'est jeté dessus, et puis plus ça avançait et plus ça n'avançait pas en fait. Et pourtant ça me fait mal parce que vraiment le scénariste c'est mon homme, tu vois, genre je kiffe ce mec. Berserker,
Keanu Reeves, tout ça. Le gros problème de cette série, c'est qu'en 3 numéros, ça n'avançait pas. Plus tu lisais, et t'en savais rien en fait. Tu comprenais rien à ce que tu lisais, tu comprenais pas l'intérêt, t'avais aucune avancée dans l'intrigue ou dans la motivation du personnage. C'était plat, c'était très plat. En plus de ça, moi j'avoue que c'est pas un dessin qui m'a beaucoup motivé, et je commence à me demander si le comics n'est pas juste un prétexte pour faire une série de télé en fait. Je commence sérieusement à me poser des questions, ou un film, je sais plus. Puisqu'on va suivre encore une fois ce guerrier qui a totalement l'effigie de Keanu Reeves, qui de nos jours travaille pour le gouvernement, et c'est un mec qui est invincible, et qui peut se régénérer. Genre on y arrache un bras, son bras repousse, et du coup ils en ont fait une machine de guerre. Sauf que tu sens que le poids des années commence à s'installer, que en fait il cherche ses origines et il cherche à mourir. Et en fait bah, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'en 3 numéros on n'en sait rien, on n'en sait pas plus, et c'est chiant en fait. Donc je continue vite fait, histoire de voir. Franchement je ne me pose pas de grosses motivations ou de gros espoirs, parce que je suis vraiment pessimiste sur cette série en fait. Je me dis que ça risque de rester comme ça pendant un certain nombre de numéros. Peut-être que je continuerai à suivre de loin comme ça, mais en série régulière, je vais devoir peut-être l'enlever. Je vous parlais de mes séries régulières à l'instant. On va parler d'une nouvelle série. Et oui, de temps en temps, il y en a des comme ça. Plein de motivations différentes. L'Emir Sorrentino, le thème sur l'espace. Primordial, les 2 premiers numéros. Je crois que c'est une série qui est prévue pour être assez courte en plus. Hein. On parle de 5-6 numéros, je crois, hein, pas plus. On va suivre l'histoire des animaux qui ont été envoyés dans l'espace. De Laika notamment, si vous connaissez cette histoire. Quand on les avait envoyés à l'époque, ils avaient plein de sondes sur eux qui, au bout d'un moment, ont diagnostiqué que les animaux étaient morts. Et en fait, on va voir ce qui s'est réellement passé. J'avoue que j'ai même pas feuilleté les pages en fait, donc je sais pas du tout ce que le graphique nous réserve. C'est Sorrentino, donc bon, on s'attend à des petites dingueries, mais... Ah ouais d'accord, la première page déjà. Non mais regarde-moi ce genre de page, putain. Tellement stylé quoi. Non bah je sens encore la série bien conceptuelle avec les thèmes... Encore une fois, les thèmes gouvernementaux. Oh la vache. Pour le coup, j'ai vu que l'accueil critique était vraiment unanime, genre en mode c'est juste une dinguerie. J'imagine qu'il faut être sensible au thème par contre, parce que c'est un peu spécial quand même. Je sais même pas quoi dire en fait, à part juste que tout annonce que ça va être bien. Donc bah il y a de grandes chances que ce soit bien en fait. Voilà. Ah ouais, rapidement avant de continuer, on va passer sur les petits achats Kikou David Guetta. De temps en temps, je prends des petites covers comme ça parce que bah pour mettre derrière, c'est très sympathique et puis pour la collecte, pour les yeux, pour Est-ce qu'on a besoin d'une raison pour acheter des covers? Don't judge me en fait. La première, c'est le numéro 312 de la série Spawn que vous connaissez sûrement en noir et blanc. Ah, enfin juste le crayonné de Capullo quoi. Bah, tu sais quoi, on va la mettre derrière. Voilà, pile là où vous la voyez pas, c'est parfait. Oh la vache, ça sera pas du tout rangé. Quel enfer. Voilà, on va mettre devant pour cacher la misère. Parfait. La seconde cover, c'est une énième cover de la série Geiger. Celle-ci, c'est, je crois, le second print du numéro 3. Ouais, c'est sa second print. Que je la trouve fascinante, cette cover. Peut-être mon seul regret, c'est qu'ils aient pas fait le crâne en phosphorescent. Comme ils ont fait sur une des variantes du premier numéro. Mais en fait, c'est le résumé de la série, genre. C'est juste trop beau. Pour le coup, on va partir sur une série, ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas lu, putain, quel enfer. Seven Secrets, j'ai 3 numéros d'un coup. Mon rapport à cette série n'a plus aucun sens. Je crois que j'ai arrêté de lire au numéro 7, parce que, je sais pas. Me demandez pas, moi je sais pas frère. Les numéros 10, 11, 12 du coup, les Seven Secrets qui sortent en VF chez Delcourt ce mois-ci. Je crois même que c'est sorti, là, ça a dû sortir le 5. À part le fait que je me suis arrêté, je peux pas vous dire grand chose. Je crois que je me suis plus ou moins arrêté aussi parce que je trouvais le début d'arc vraiment très étrange. La fin du premier arc était vraiment explosive. Et on a commencé le deuxième arc, c'était très conceptuel, c'était très... ils finissent dans une autre dimension et... rien compris. Et en fait, c'est un truc où faut vraiment... faut que t'aies la suite, en fait. Faut que t'aies la suite directe pour comprendre, en tout cas, le début d'arc. Parce qu'après, ça contredit le principe des single issues, tu vois. Mais juste, j'ai limite envie de reprendre à partir du numéro 7, quoi, parce que, il faut que je me remette totalement dans le bain. J'ai les numéros là, qui sont les 8 et 9, voilà. J'ai 8, 9, 10, 11, 12. Ça va, toi? Ça, je vais me faire un marathon. L'avant-dernière HAVO, encore une nouvelle série, et là, messieurs, dames, je suis très confiant, parce qu'on part chez The Vault. The Vault, c'est un tout petit éditeur chez lequel cette année iComics a commencé à piocher pour éditer des trucs, notamment This Savage Shores. C'est une série qui, c'est un éditeur qui, m'avait vraiment tapé dans l'œil parce qu'ils ont sorti une dinguerie, alors qui met du temps à sortir parce que ils doivent avoir des problèmes de publication, d'écriture, je ne sais quoi. La série The Picture of Everything Else, qui est un spin-off du portrait de Dorian Gray, du fameux roman.
qui est une série qui est brillante. J'adore, j'espère de tout mon cœur que ça sortira en VF. Mais ils ont sorti récemment une série qui, pareil, est un carton médiatique. En tout cas, c'est un truc que j'ai vraiment passé beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est The Rush. Et j'y suis allé totalement à l'aveugle, et sur un critère de kické x 20, juste la cover. En mode, je trouve la cover belle et très parlante de l'ambiance. Du coup, j'ai pris. Je sais même pas de quoi ça parle. J'ai même pas feuilleté, c'est pour te dire. Vous êtes prêts? On va lire. 1899, Yonken Territory. A frozen frontier, bloodied and bruised by the last great cold brush, but in the lawless wasted to the north, something whispers... Oh shit. Je suis mort, la caméra elle a plus de batterie, genre elle m'a coupé en mode arrête frère. Bon, j'avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On a l'air d'être dans l'ambiance début 1900. Les dessins sont ma foi très jolis, l'ambiance a l'air vraiment très sympathique. Par contre, ça a l'air d'être verbeux as fuck. Hein. Genre, putain. Oh. Genre, putain, regardez-moi comment les bulles sont remplies, quoi. Oh. Quel enfer. Enfin, quel bonheur, du coup, mais bon, quel enfer. Ça a l'air vraiment très étrange. Genre, Sur la couverture, c'est validé par Garcenis, donc écoutez, ma foi... Let's go hein. Le dernier achat, c'est une curiosité, c'est un truc qu'on m'a totalement influencé à prendre. C'est même le gérant de Nigmato Comics, donc Mathieu, qui m'a, via ses lives, qui m'a motivé à prendre ce truc-là. Chez Aftershock, c'est aussi un petit éditeur de comics aux États-Unis, qui a l'habitude de sortir des one-shots dans un gros format carré comme ça, pour que vous puissiez comparer avec un format normal, hein, il y a un peu d'écart. Et là, j'ai pris God of Tremors. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle. Je me rends compte que je vais souvent à l'aveugle, hein. Vraiment en mode, on me pitch un truc vite fait, et let's go, j'y vais. Je suis vraiment bonne poire, je suis vraiment bon client. Bon, ça parle d'exorcisme et de possession démoniaque. En plus, le format, mec. Oh putain, j'ai jamais capté à quel point le format est agréable. Regarde-moi les pages, quoi. Comment tu profites? En fait, c'est du franco-belge américain. Le style de dessin, c'est totalement ça, par contre. Au scénario, on a Peter Milligan qui, me semble, a écrit pas mal de Hit Girl. Si ce n'est tous les Hit Girl. Et au dessin, alors, je suis désolé, je vais écorcher son prénom. Piotr Kowalski. J'avoue que je retiens surtout ce format. Bah, ça rappelle fatalement les Hellblazer Rise and Fall. Bah tiens, on va les comparer d'ailleurs. Donc là, on a le numéro 1 d'Hellblazer Rise and Fall. Ah bah c'est exactement pareil. C'est littéralement le même format. Je suis tellement dans la sauce, mec. Genre sérieusement, quand tu compares cette palle-là et cette palle-là, il y a un petit level de différence, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Trop content de revenir pour cette année. Je pense qu'on va encore plus charbonner, mec. Ça a été un peu une petite baisse de motivation en fin d'année, là, mais je suis trop déter. Trop de trucs à faire, trop de choses à concevoir, trop de choses à penser, à réfléchir, et trop de choses à lire, surtout. J'espère que vous serez toujours plus et toujours là, fidèle au poste, à me suivre pour cette aventure YouTube cette année, parce que c'est toujours un plaisir à faire. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez vu pour Noël, si vous avez eu des petits cadeaux par-ci par-là, des petits comics sous le sapin, dites-moi ça. Moi, j'avoue, j'en ai même pas eu. Bah, j'en achète toute l'année, donc forcément, j'en demande pas. Encore merci à vous de me consacrer votre temps, ça me fait très plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale la semaine prochaine. Ciao!